Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds social juif unifié. Retrouvez nos chroniqueurs autour de Philippe Lévy pour 1 heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h03 sur RCJ et comme je l'ai dit il y a quelques instants, on va parler de ma plus belle histoire, de notre plus belle histoire d'amour, celle avec les EI, et c'est un compagnonnage de plus de 100 ans. Ils ne les font pas, ceux qui sont dans le studio avec nous. 100 ans d'histoire, 100 ans de rencontres, 100 ans d'engagement, 100 ans de transmission. 100 ans de pédagogie, je les vois au Pinier du Chef, je vais les présenter dans quelques instants. 100 ans de musique aussi, on est venu avec la guitare. Voilà, elle est là pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo. 100 ans que des femmes et des hommes ont à cœur d'être. Je donne la devise qui est un peu le slogan de cette émission. Pour le bien, toujours prêt. On a la chance et l'amitié de recevoir au lunch Karen El-Ali, commissaire général des EI. Bonjour à tous. Bien dans la bonnette. Jérémy Haddad, président des EI. Salut Philippe. Salut Jérémy. Et puis de l'autre côté, alors on n'a pas fait les anciens et les modernes, hein, et de l'autre côté on a des jeunes quand même, des chefs de camp. Vous allez vous présenter dans le micro. Bonjour, je m'appelle Alexandre et cette année je suis responsable d'un groupe local à Paris. Et un joli foulard. Merci beaucoup. Voilà, vert et un peu grisé. On racontera l'histoire du foulard. C'est quel groupe local ? C'est le groupe local, c'est un nouveau groupe local de la synagogue de la Roquette. Voilà. On est aussi là aujourd'hui pour en parler. Ça tombe bien, c'est près de chez moi. C'est un groupe local, parfait, que je crée avec Ariel. Salut Ariel. Et comment donc tu vas ? Moi je m'appelle Ariel, ça va, merci. Donc tu es co-directrice du GL ? Exactement, donc on a ouvert le groupe local avec Alexandre l'année dernière. Et donc le groupe local va fêter ses 1 an très bientôt. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un groupe local ou un EI, en se disant tiens, sur quelle planète je suis arrivé, vous allez voir, on a quelques petits quiz. Les EI pour les nuls, c'est un peu aujourd'hui aussi, hein. On va essayer de démocratiser, de vulgariser un peu. Et puis l'homme à la guitare avec un autre foulard noir et bleu. Oui, bonjour, je m'appelle Ariel et je suis aussi aux EI depuis longtemps. J'étais chef de camp cet été et je fais partie du pôle musique pour le 100e, et donc je suis venu avec ma guitare aujourd'hui. Tiens, voilà, et on écoutera un peu de gratte. Alors Karen, ce 100e anniversaire, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation, des petites nuits, j'imagine, mais pour un événement d'une envergure incroyable. Et vous vous êtes fixé pas moins de 4 objectifs pour fêter ces 100 ans. Oui, en fait, on s'est fixé 4 objectifs avec la volonté de faire de cette année d'anniversaire une année qui soit à la fois ponctuée de beaucoup d'événements et à la fois avec un point d'orgue dont on reparlera dans un instant. Et nos objectifs, ils sont assez clairs. D'une part, on veut faire rayonner le mouvement et notamment l'originalité et la pérennité de son projet éducatif. On veut que tout ce qu'on va faire soit co-construit avec les acteurs de terrain, puisque les EI, c'est d'abord et avant tout un mouvement qui est porté par les jeunes, pour les jeunes, par les bénévoles. Et donc, c'est eux qui doivent être au cœur de cet événement. Ensuite, on veut évidemment démontrer et mettre en avant l'exceptionnel maillage territorial des EI, puisque je rappelle que les EI sont présents évidemment à Paris et en Île-de-France, mais aussi dans toutes les grandes villes de France. On a une 40aine de groupes locaux en France, à Marseille, à Strasbourg, à Nice, à Grenoble, à Lyon. C'est un peu comme la supérette du coin, on a toujours un GL en bas de chez soi. Exactement, on a toujours un GL en bas de chez soi. Et donc voilà, l'idée c'est que chacun s'approprie ce 100e et le vive aussi au niveau local. Et puis, 100 ans, c'est aussi des générations et des générations et des générations d'EI qui se sont suivies. Et donc, un de nos objectifs est évidemment d'avoir dans la majorité de nos événements ce lien intergénérationnel auquel on est si attaché, qui se vit à chaque fois. Et donc, on est dans un mouvement de jeunesse, mais on sait qu'on a aussi des plus anciens et qui sont associés à tous nos événements. Et dernier point qui est un point important. Et vous les retrouverez d'ailleurs au dîner des générations, il faut le dire tout de suite, le 4 janvier. À Paris. Et on vous indique comment prendre sa place pour un beau dîner anniversaire. Hein. Un beau dîner anniversaire le 4 janvier. Et puis de manière générale, et c'est pas très nouveau, mais on est quand même un mouvement de scoutisme. Et on va être très attentif tout au long de ces célébrations à minimiser notre impact environnemental et à le maîtriser. Alors, on ne va pas dire qu'on va être éco-responsable parce qu'on n'a pas cette prétention-là non plus, mais en tout cas, c'est un point très important pour nous d'être attentif à à sauver la planète et à faire attention à notre environnement dans tous les événements qu'on va mettre en place. Les jeunes, ça vous parle ça, que le 100e soit quand même éco-responsable et cette vigilance, vous qui êtes en harmonie avec la nature? Savoir que les EI en fait avancent aussi avec leur temps. C'est qu'on est une belle institution qui a plusieurs années derrière elle, qui a de quoi être fière de son passé.
mais c'est aussi un aspect de l'EI moderne, j'ai envie de dire, c'est être aussi tourné vers les problématiques actuelles. Et donc, parler d'environnement, parler d'écologie, c'est quelque chose qui, d'une part, parle à notre génération, mais d'autre part, va parler aux prochaines générations. Et donc, ce concept de transmission, c'est aussi quelque chose qui est vraiment au cœur des EI. Donc, évidemment que ça nous parle. Ce qui est formidable, c'est que quand on a un EI, il cause toujours bien. Alors ça, moi, ça m'épate. C'est vraiment que vous verbalisez le monde. C'est formidable. Alors, toutes ces actions, elles vont être mises en relief au cours d'un calendrier riche, assez exaltant, parce que je vois qu'il y a plein de petites choses qui se montent, assez différentes les unes des autres, puisque c'est vrai que raconter 100 ans, c'est exhaustif. Qu'est-ce qui se prépare à Paris et en région? Il se prépare plein de choses. On vous mettra le calendrier à disposition, évidemment. Mais il y a à la fois des événements festifs. Vous avez parlé du dîner des générations, des événements commémoratifs. On va vouloir mettre en avant des personnalités qui sont passées par les EI et qui méritent d'être reconnues comme telles. Il va y avoir des événements culturels. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Il va y avoir des événements fédérateurs, conviviaux, avec évidemment de la musique et plein d'autres choses. Ces événements auront lieu à Paris. Il y en a déjà qui ont commencé. Il y en aura en région. Il y aura aussi en Israël. Le dîner des générations se transporte en Israël et aura lieu en janvier là-bas. Probablement aussi dans plein d'autres villes du monde, puisqu'il y a des EI partout. Et puis, le point d'orgue de ces festivités, c'est le grand rassemblement intergénérationnel. Que tout le monde attend. Que tout le monde attend. Donc, save the date. Shabbat des anciens. Est-ce qu'on a un roulement de tambour 28 Daniel et Tapia, 29 en régie. juillet. Redonne la date. Shabbat des anciens, 28 et 29 juillet. Rassemblement avec tous les enfants de tous les camps, les bacs, les éclés, les pifs, tout le monde. 30 et 31 juillet. Et tout ça se passe près de Bordeaux, à Cussac-Fort-Médoc pour être très précise. Alors vous avez souhaité partager ce 100e avec nous, ça ne sera pas la première ni la dernière des invitations, parce qu'on va émailler aussi dans nos émissions ce 100e avec vraiment une belle énergie. Je vois d'ailleurs Avital qui travaille sur le 100e en régie, à côté de notre régisseur son, et que je remercie d'ailleurs pour avoir travaillé en partenariat sur ce conducteur. Comment vous vous inscrivez dans cette actualité de justement et dans cet héritage de toutes ces personnes? On va entendre d'ailleurs un son très inédit dans quelques instants. C'est celui de Castor, c'est Robert Gamzon, dit Castor. Quelle est d'une certaine manière l'actualité, la contemporanéité? C'est aussi une question que je peux aussi dédier à Jérémy sur l'héritage EI. Bon, d'abord, Castor, il faut dire qui est cette personne. Il a 17 ans quand il décide de créer les EI. Il a 17 ans et il voit en fait un camp d'éclaireurs protestants et il se dit « mais ce qui se passe là, je suis capable de le faire pour mes coreligionnaires ». Et malgré son âge très très jeune, il décide de créer les EI. Castor, c'est le fondateur des EI, c'est un visionnaire, c'est un chef, c'est un juif très impliqué dans son judaïsme, c'est un citoyen, et c'est un modèle. Mais ce modèle, en fait, nous, on n'a pas nécessairement envie de l'imiter en permanence, mais on a envie d'actualiser son message et de s'en réapproprier l'exemple. D'ailleurs, dans la liturgie juive, tu sais, Philippe, qu'on dit notamment dans la Hamida, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Alors, on se peut poser la question, mais pourquoi on ne le dit pas une seule fois? Mais parce que, d'une certaine manière, chaque patriarche vivait à sa façon, dans son époque, et pas seulement dans la fidélité absolue à l'attitude de son ancêtre. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que, évidemment, le message de Robert Gamzon, il a quelque chose de très actuel, mais nous, on essaye aussi de le rendre audible pour les générations d'aujourd'hui. Retour vers le futur, c'était pour les 25 ans des EI. C'est après-guerre, on est en 1948. Écoutez le crépitement, vous les jeunes, et la modernité de ce discours. Vous m'entendez? Dans cette petite synagogue de Versailles, nous prêtions notre promesse devant le drapeau français. Nous avions promis de servir Dieu, la France. Un grand... Et maintenant ce mouvement, et c'est vous, T. Et par la pensée, je vous vois tous. Il y a des blonds et des bruns. Il y a ce petit louveteau qui a chahuté un peu dans un coin. Il y a ce CC qui se pose de graves questions philosophiques. Ce jeune chef qui se demande si oui ou non, il fera l'école de cadre l'année prochaine. Il y a même ce routier un peu basé, qu'il est d'ailleurs beaucoup moins qu'il veut le paraître. Donc, des milliers ont trouvé la joie, la foi, une raison de vivre et d'espérer. Et bien souvent, hélas aussi, pendant l'occupation et la guerre, la force de mourir. Et ce mouvement qui a donné des héros, mais aussi pas mal de vaseux, il faut bien l'avouer, c'est maintenant toi qui en es responsable. Tu es responsable de ta patrouille et de ton clan. Si ta patrouille ne marche pas, ne dis pas c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques.
c'est parce que toi, tu ne fais pas tout ce qu'il faudrait, et peut-être que si tu le faisais, Pierre, Paul ou Jacques serait un meilleur scout. Pendant l'aïeuse que je faisais lors d'une récente réunion, j'ai été gêné par un garçon placé à côté de moi qui parlait à mi-voix avec beaucoup de vivacité avec son camarade. Et je lui ai demandé, il avait parlé ainsi. Il m'a répondu, moi j'ai parlé? Mais non, chef, j'étais en train d'attraper mon copain parce qu'il bavardait tout le temps. Eh bien, si tu veux que ça marche, donne l'exemple. C'est la meilleure attitude scout. C'est aussi la meilleure attitude juive. Le rôle du peuple juif, c'est d'être un peuple exemple. Comme il est dit, parmi toutes les nations, car toute la terre est à moi, vous serez un peuple de prêtres et une nation sainte. Je ne veux pas te faire un sermon. La seule chose que je te demande est celle-ci. Ce mouvement est entre tes mains. Ce n'est pas une affaire de vieux chefs et de vieux commissaires. Il faut que les jeunes se lèvent pour relayer les vieux. Le 25e anniversaire ne doit pas être un point d'arrivée, mais un point de départ. C'est comme une course de relais, où nous devons former une immense équipe, où chacun des coureurs disciplinés et ardents attend l'équipier précédent qui arrive. Et la course n'est pas une course contre une équipe concurrente, mais contre la laideur et la bêtise des hommes. C'est une course joyeuse de jeunesse, d'espoir et de foi. Formidable. Alors là, il n'y a pas un mot en trop, Jérémy Haddad. Dans ce crépitement, on se croirait presque avec un poste à galène, hein, dans les sillons de ses 25 ans. Castor dit, c'est pas une course de relais, c'est aller vers une promesse beaucoup plus importante. On est aux 100 ans. Quel est le chemin qui a été parcouru? C'est pas simple mais pour les temps forts quand même, hein. Et qu'est-ce qui reste à parcourir sans prendre la place de Castor? Qu'est-ce qui déjà a été accompli juste après-guerre, quand on va revenir sur un témoignage d'un historien sur le sauvetage des enfants? On parle d'engagement, d'exemplarité. Je vois que vous avez été d'ailleurs très révérencieux par rapport à cet audio. Jérémy? Non, c'est très très émouvant d'entendre Castor, mais surtout Castor, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été visionnaire. Il dit au début de cet enregistrement, peut-être que ce cadre demain ira justement dans cette école des cadres. Il parle de l'école des cadres d'Orsay. Et en fait, dès 1943, Castor sait que la guerre va finir et qu'à un moment donné, il va falloir reconstruire cette guerre. Et il pense déjà à ce moment-là, et c'est ce qu'il fait dans les maisons d'enfants, à reconstruire, à donner des cours de judaïsme, de Torah, etc. C'est ce que fait Castor pendant la guerre. Et donc après la guerre, ça a été un des acteurs les plus importants de la reconstruction de la communauté juive d'après-guerre. On pourra le dire ensuite. Et ce qui est important aussi, c'est que moi, ce qui m'émeut dans ce que dit Castor, c'est pas une histoire de vieux chefs, c'est des jeunes. Et si on a une spécificité par rapport aux autres mouvements scouts, c'est que nous, on est très très insistant sur l'éducation du jeune par le jeune. C'est les jeunes qui prennent le relais. Voilà. Et c'est les jeunes qui se trompent parfois, mais c'est là pour ça. Et ça, c'est une caractéristique très importante. Quand vous écoutez Castor qui dit « Attention, ne te cache pas derrière ton petit doigt, tu es responsable, c'est toi qui te tiens prêt, c'est toi qui, dans ton engagement, implique aussi par ton exemplarité les jeunes dont tu t'occupes », est-ce que tu y trouves une leçon de vie ? Ah mais tout à fait, et je pense que ça nous renvoie tout de suite, on a tous les trois été chefs de camp, ce qui est au centre de notre engagement quand on est chef de camp, c'est la responsabilité. Et on le sent tout de suite quand on part en formation, quand on travaille sur un camp pendant 6 mois, et quand une fois qu'on est sur place avec notre équipe d'animation, avec 100 enfants qui sont là et qui sont avec nous, on se sent responsable à chaque instant, et c'est, je pense, ce qui m'a frappé, avec l'engagement. Et c'est vraiment 2 piliers qui vont ensemble, parce que on ne compte pas ces heures de travail quand on prépare un camp, et on le fait avec joie, avec bonheur, et c'est le sens de notre engagement en tant que bénévole et en tant qu'AI. Ariel, c'est quoi les qualités d'un chef ou d'une chef de camp? Car je précise quand même que l'acronyme EEIF induit de la parité, hein, éclaireur et éclaireuse israélite de France. À quel moment s'est opéré ce changement dans l'acronyme du mouvement? Alors d'abord, très très vite dans l'histoire du mouvement, il y avait l'AFFE, la Fédération Française des Éclaireuses, qui accueillait les filles, et puis les EIF qui accueillaient les garçons, et la formation des cadres était commune. Et puis ça, c'est l'histoire, hein. Les garçons étaient d'un côté, les filles étaient de l'autre. Mais les filles de la FFE, donc la section israélite, étaient à la fois membres des EIF et à la fois membres de la FFE. Ça s'est passé dans les années 25-30, comme ça. Et
en 66-69, à peu près, sous le mandat de Rafi Ben Simon, qu'on entendra tout à l'heure. Il y a eu, comme partout en France, un grand mouvement et les filles ont rejoint de manière officielle et définitive les garçons et on a ajouté un E à EEIF, donc pour que les jeunes filles puissent participer à toutes les activités. Visionnaire avant l'heure sur la parité et tous les débats qui se jouent en ce moment. Exactement, ça n'a jamais été un sujet de débat en fait aux EI. Les filles ont les mêmes responsabilités que les garçons et elles les prennent avec beaucoup de... Comme à l'école d'Orsay d'ailleurs, hein, où il y a autant, tout à fait, autant il y avait de femmes parité aussi dès la première et d'éminentes session. femmes, hein, comme Eliane Amado-Olivier-Valency par exemple. Alors c'est quoi les qualités d'un chef de camp? Moi j'ai fait la tournée avec Karen et j'ai été avec Déborah, mon adjointe, totalement bluffé par la maturité d'un chef de camp qui fait tout en fait. Exactement. Donc en fait, quand on est chef de camp, on fait tout. C'est-à-dire qu'on prépare à la fois les bus du retour des enfants, on prépare le goûter qu'ils vont manger le 3e jour du camp, on prépare absolument tout. Et donc le secret d'un bon chef de camp, c'est savoir s'organiser. Parce que quand on est organisé en amont, on fait face en fait à beaucoup d'imprévus au cours du camp. Et donc c'est ce qui nous permet de réagir et de toujours trouver des solutions avec beaucoup de créativité. Alexandre, ça sert ça dans un CV, dis-moi, toutes ces compétences comportementales, managériales, vous êtes des petits chefs d'entreprise, hein, et puis tu n'as pas dit qu'en amont, vous prépariez les terrains, vous étiez en relation d'ailleurs avec Jordan, qu'on va essayer d'entendre dans un instant sur toute la partie logistique, c'est monstrueux, ça sert ça quand on passe un entretien alors je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont nous entendre, qui vont se donner des coups de pouce en se disant que oui, ça sert et que le bas du CV est devenu le haut du CV. Toi par exemple, c'est quelque chose que tu mettrais en relief dans un entretien? Alors, pour être étudiant en ce moment, je peux vous dire que ça sert évidemment sur plusieurs aspects. Déjà, il y a l'aspect, comme vous l'avez dit, managérial, c'est-à-dire être capable à 21, 22 ou 23 ans, gérer une équipe d'animateurs de 20 personnes qui eux-mêmes sont animateurs de 80 enfants. C'est assez conséquent comme charge de gestion. Il y a aussi un peu, disons, tous les côtés un peu administratifs, financiers, dire qu'à 23 ans, on a géré 60 000 euros. C'est quand même assez impressionnant quand on le raconte à quelqu'un qui veut nous donner des responsabilités dans le monde professionnel. Et donc il y a aussi quelque chose un peu de brin de folie qu'on peut ajouter. Parce que par exemple, je peux dire en entretien d'embauche que je me suis déjà déguisé en fraise devant 200 personnes sans aucun problème. Et c'est ça peut-être qui fait la différence avec d'autres personnes. C'est certainement ça qui a fait la différence pour ton embauche. La créativité. Beaucoup. Et oui, parce que vous êtes dans la pédagogie. Ça sert vraiment, Jérémy, Karen, ce CV, ce pédigré, si j'ose dire, aussi cette entraide qu'il y a chez les EI. Ça, c'est pas un mythe qui fait que n'importe où dans le monde, on trouvera toujours un canapé pour dormir ou une aide, même si on ne connaît pas strictement la personne. C'est un réseau formidable d'amitié, de fraternité et de solidarité. Ouais, moi, je vais répondre juste sur la première partie de la question. Je suis consultant, je vois des CV passer toute la journée. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on recherche avant tout, c'est des qualités sociales, c'est des qualités relationnelles, c'est des capacités à parler en public. Les fameuses soft skills. Exactement. Et ça s'apprend malheureusement pas encore très bien à l'école. En revanche, ça s'apprend très très bien aux EI. Et c'est vrai que quand je vois un CV avec marqué EI dessus, bien entendu, et je ne suis pas le seul, ça passe très très vite. On va écouter, puisqu'on est sur ces audios que Karen a gentiment préparés, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde, hein, ça serait l'idéal, mais tout le monde sera là au 100e. Et je voudrais d'ailleurs montrer face caméra, en tout cas pour ceux qui nous suivent en podcast, hein, il y a des replays aussi, hein, il faut y aller. Ce livre, c'est la fille de Castor, Lia Gamzon. Et tu l'as interviewé pour nous, Karen. On va en écouter un extrait. Vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité sur la chaîne YouTube des EI. Et elle nous confie quelque chose justement autour de l'engagement et cette capacité à être toujours prêt. Voilà la devise des EI. Lia Gamzon, interviewée par Karen El Ali. Bonjour, on reçoit aujourd'hui Lia Gamzon, la fille aînée de Robert Gamzon, qui a écrit un ouvrage remarquable qu'on vous présente, qui s'appelle La fille de Castor et qui raconte notamment la manière dont elle, en tant que petite fille, a vécu l'engagement de ses parents, Denise et Robert Gamzon, Pivert et Castor. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de répondre à quelques questions depuis Israël. Merci Lia d'être avec nous. Est-ce que tu imagines ce que Castor aurait pensé sur la longévité de la vie des EI qui vont fêter leurs 100 ans en 2023? Je sais pas ce que lui, il aurait pensé. Je sais ce que moi, je pense. Je suppose que lui aussi, il aurait pensé la même chose. Mais il était aussi croyant. Moi, je suis plus engagé, mettons, que lui, mais il était croyant. Et il croyait en la providence.
Et je pense que les EIF sont un besoin crucial pour le judaïsme français, parce que le judaïsme commence par les enfants et par les jeunes, et étant donné la tendance naturelle à l'assimilation à la société dans laquelle on se trouve, il y a un danger que le judaïsme assez vite disparaisse de France, c'est-à-dire que les gens s'assimilent et deviennent des... Donc tu penses qu'il y a un vrai sujet Donc je sur pense qu'il y a l'intégration à l'identité juive, un vrai travail qui est fait par les EI sur voilà. l'enrichissement. Se raccrocher les jeunes, la jeunesse, au judaïsme. Je parle pas d'un judaïsme pratiquant, etc., mais un judaïsme quand même conscient. D'accord, la conscience du judaïsme. Et de ce point de vue, à quel point tu penses que Gamzon, quand il a créé les EI en 23, il avait cette capacité, cette vision, en fait, de la nécessité de garder... Il avait plutôt la vision de rendre la jeunesse juive plus active, plus engagée, plus, comment dire... oui, plus engagée, plus touchée par ce qui se passe autour d'elle, et pas simplement que chacun vivote sa petite vie personnelle sans lien avec les choses beaucoup qu'il dépasse. Et ça, certainement, il avait cette idée-là, et à mon avis, c'est pour ça qu'il a désiré créer les EI. Lia Gamzon, la fille de Castor. Je remontre son livre qu'on peut retrouver on peut le trouver facilement d'ailleurs. Oui, on le vendra au dîner des générations, voilà, il sera en vendu. Vente sur le site. Alors, Lia parle d'engagement, toujours prêt. Est-ce que, Karen, on peut dire que cette devise est intemporelle? Il y a eu des défis très importants, l'après-guerre, la reconstruction, Jérémy en touchait un mot, le sauvetage des enfants juifs. J'espère qu'on aura l'occasion de passer l'audio de l'historien Mathias Orgek. Toujours prêt aujourd'hui, plus que jamais? Plus que jamais. Je pense que en fait, cette devise, c'est vraiment la devise intemporelle des EI qui permet à chacun, quel que soit son âge, c'est quand même quelque chose qu'on dit tous les jours, de se dire que tout est possible en fait, et qu'on a les moyens, quel que soit notre âge, d'être un acteur et pas d'être passif. Et je pense que c'est un engagement qui est pris par l'ensemble des jeunes de se dire on va être capable de relever tous les défis, quels qu'ils soient. On a vu malheureusement ces dernières années la pandémie. Au bout de quelques jours à peine, tout le monde s'est dit on va pas rester enfermé. Ben si, on va rester enfermé, on est obligé, c'est la loi. Mais on va quand même tout de suite venir en aide à toutes les personnes qui sont isolées, qui sont en difficulté. Et très très vite, le réseau EI dont tu parlais tout à l'heure et cette entraide s'est mise en place. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui ont décidé de dire on va aller faire des courses pour les personnes âgées, on va aller leur rendre visite, on va préparer des activités, on va transformer notre manière de communiquer avec les enfants. Et cette continuité pédagogique qui n'était pas du tout une obligation légale de notre part, elle s'est naturellement mise en place et beaucoup de choses se sont mises en place. Et ça, cette capacité qu'ont les EI à être en réaction permanente, quelle que soit la situation, là je parle de la pandémie, mais ça a été le cas à plein de moments de la vie, il y a une espèce de capacité des EI à être en réaction permanente à la société dans laquelle on vit, la guerre en Ukraine, il y a plusieurs années, les Juifs d'Urs, les Juifs en difficulté, quelques situations, le cimetière de Carpentras qui est profané, les procès Papon, voilà, tous les sujets qui marches pour Sarah Halimi, Méric Knoll. Exactement, et aussi les marches pour le climat, ça veut dire les sujets sont très très vastes et les EI ont cette force d'être justement toujours prêts. Alors justement, tiens, les jeunes là que j'ai et qui sont très, très attentifs, quelles sont les causes aujourd'hui qui vous parlent le plus? On a évoqué les crises à répétition, énergétiques, géopolitiques, pour le climat, mais les crises aussi sociétales. Ça peut être des sujets autour de l'inclusion, de l'antiracisme, etc. Quelle est la cause qui te touche le plus? Si tu peux rappeler ton prénom. Ariel. Ariel, voilà. Alors, la cause qui me touche peut-être le plus et le plus directement dans ma mission d'animateur aux EI, je pense que c'est l'inclusion des enfants de manière générale. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on a un impact direct en tant qu'animateur, où on doit être en permanence attentif, vigilant, ne rien prendre pour acquis.
et être tout le temps vigilant que les enfants soient intégrés dans leurs équipes, intégrés dans leurs groupes locaux. Il y a des enfants qui sont très divers, qui sont timides, qui sont peut-être qui ont des difficultés à se faire des amis, et je pense que c'est quelque chose où on peut être vigilant et qui est essentiel pour le développement de l'enfant et son épanouissement au CI. Et l'inclusion des enfants en situation de handicap, c'est un des leitmotifs qui revient d'ailleurs régulièrement, et vous avez un conseil national, là, je sais que la motion va arriver, les enfants de toute nature, qu'ils soient zèbres, indigos ou 10, comme on dit, ça c'est vraiment un souci des EI autour de la protection de l'enfance. Jérémy, à cette heure où on parle beaucoup de violences sexuelles sur mineurs, il y a eu le rapport Sauvé dans le milieu catholique, vous êtes synchronisé à ces questions sociétales? Oui, alors c'est quand même deux choses bien différentes. Tu as raison, je raccourcis, et pardonnez-moi le pêle-mêle, mais évidemment ce sont deux choses très distinctes. Mais oui, alors heureusement, en tout cas j'espère, pour l'instant on est assez peu touché par ces questions de violences sexuelles, etc. Ne serait-ce que parce qu'il y a très peu d'adultes en fait qui circulent aux EI, c'est essentiellement des jeunes, et des jeunes qu'on connaît depuis très très longtemps. Des jeunes adultes. Oui, mais voilà, bon, ils ont 20 ans, 21 ans, et on les connaît depuis très très longtemps, puisqu'ils commencent leur parcours en général à 8, 10, 11 ans. Sur la situation de handicap, en fait, on n'a pas toujours été exemplaire, et on cherche à l'être de plus en plus, aidés en cela par des experts, des professionnels, des membres de nos conseils d'administration. Et effectivement, désormais, on rend les choses beaucoup plus systématiques en faisant ce qu'on appelle des PAI, des projets d'accueil individualisés pour des enfants qui ont des spécificités particulières, mais qui sont en réalité tout à fait compatibles avec la vie sur un camp, si on le prépare un tout petit peu. Et c'est vrai que là, cette année, par exemple, on a pu faire quelques dizaines de PAI, et ça s'est très très bien passé. Mais c'est important de le dire parce que vous êtes un mouvement qui se massifie. Vous avez des listes d'attente. Quand je préparais l'émission, on m'est tombé dessus en me disant il faut absolument qu'on ait de la place pour les camps scouts. Il n'y aura pas d'abus de bien social sur la question, même si Karen est une amie. Vous avez quand même le souci du singulier, de l'individu et de son intégration, alors que c'est vrai que quand on parle de ces 40 groupes locaux, de ce maillage territorial, on peut comme ça être un peu intimidé par le nom. Vous êtes le premier numériquement mouvement de jeunesse. Je vais te poser la question aussi sur la cause qui te fait bouger, qui te fait t'engager, Ariel. Alors pour ma part, c'est la cause climatique, dans le sens où aujourd'hui on est scout et on doit se montrer exemplaire à ce niveau-là. Et en fait, on a tout à apprendre aux jeunes générations, comme on parlait tout à l'heure de la transmission du jeune par le jeune. Si nous, en tant qu'animateurs, on ne montre pas l'exemple des bons gestes à prendre aux enfants, en fait, on a un rôle à jouer à ce niveau-là, et il faut qu'on leur montre pour que derrière ils puissent se montrer aux prochaines générations et que les choses bougent, quoi. Et au séminaire Ieni, d'ailleurs, on a fait une fresque du climat. Il y avait pas mal de DI qui sont sortis au bout de ces 3 heures, complètement très motivés. Moins éco-anxieux qu'on le dit, d'ailleurs. Très motivés par l'exercice. Alexandre, quel est ton combat au quotidien? On a parlé des solidarités, on a parlé de la cause de l'enfance. On peut aussi envisager peut-être des causes plus intimes. Il y a quelque chose qui te fait bouger, toi? Alors, pas forcément intime, mais disons plus identitaire. Je pense notamment au judaïsme et à son application. C'est bien, on a le triptyque comme ça. Oui. On a l'application au vrai judaïsme dans la cité, à la manière dont on peut accrocher modernité et judaïsme ensemble. Surtout quand on sait que le judaïsme a beaucoup été inculqué, où les EI ont beaucoup été une porte d'entrée pour le judaïsme de beaucoup de personnes. Et je pense notamment au rabbin Citruc qui aimait à dire qu'il avait rencontré sa femme aux EI, que les EI avaient été le début d'un parcours initiatique vers le judaïsme. Donc le judaïsme et les EI, c'est quelque chose, c'est un lien que j'aime beaucoup expliquer quand on me demande de présenter les EI. Et là, on me dit, il faut faire une pause musicale parce qu'il n'y a pas d'EI sans gratte. Et là, je vais demander, c'est toi qui vas t'y mettre d'ailleurs, puisqu'on parle de pluralisme et de fédérer autour du minimum commun, on y reviendra, avec une tentative de définition. Il faut absolument, là, c'est l'instant précis, que vous nous chantiez quelque chose comme le chant fédéral, par exemple. Très bien. Tiens, alors, vous on êtes va prêts? introduire, si tu veux bien, le chant fédéral. Ah oui, parce que c'est pas n'importe qui l'a écrit. C'est pas n'importe qui l'a écrit. Donc, le chant fédéral, c'est un texte qui a été rédigé par le Edmond Flegg, qui est connu aux EI sous le nom de Chef Flegg, qui était un auteur prolifique, un poète, un essayiste, et qui a été le compagnon de route de Robert Gamzon, acceptant de prendre la présidence des EI à la condition expresse que les EI restent un vrai lieu d'ouverture
pluralistes qui permettent à chacun de trouver sa place dans ce mouvement. Et donc, ce chant fédéral qu'on va chanter là dans un instant. Vous le chantez à quelle occasion ? C'est un moment solennel. D'accord. Voilà. Et il y a cette phrase magnifique dans le chant fédéral qui dit « Va vers la lumière, éclaireur d'Israël ». Alors moi, je vais me taire parce que j'ai une voix dans les godasses, mais on va laisser la parole aux jeunes. Et après, on enchaînera. Je regarde Daniel sur la pub. Hein, ça nous fera venir sur la deuxième partie. On est entre amis. C'est le 100e et c'est le chant fédéral. Amant son tourment fut fidèle au Dieu clément. Sois fidèle allègrement à la voix de ton serment. Va vers la lumière, éclaireur d'Israël. Fais plus clair la lumière, éclaireur d'Israël. Fais plus clair la lumière, éclaireur d'Israël. On peut s'applaudir, hein, bravo. Ça, c'est le chant fédéral. On aura peut-être le chant du 100e à la fin. On continue si on n'a pas la pub, Daniel. Si, c'est maintenant. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes pour la deuxième partie. Et vous allez voir, d'autres invités vont arriver. On garde la guitare. À tout de suite. Vous êtes sur le 100e des EI en live. On s'était donné rendez-vous dans 30 ans. 30 ans de solidarité, 30 ans de Tzedaka FSJU. Agir contre la précarité, le handicap, l'isolement de nos aînés. Tous ces combats, nous les menons depuis 30 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année encore, tous ensemble, donateurs, parrains et bénévoles, continuons d'écrire la solidarité. Donnons sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Restez connectés à nos événements, festifs et solidaires. Suivez le FSJU sur Facebook et Instagram. Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret Bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet. Le plus Bain et déco. Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z. Bain et déco, 2 showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne. bainetdeco.com. Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur. In the Mix avec Francky Perez. In the Mix avec Francky Perez. 26 minutes de musique israélienne non-stop. Avec Francky Perez. Et il est 13h35 sur RCJ, c'est le lunch by Noé, c'est l'hymne à la jeunesse puisqu'on a le plaisir de recevoir le premier mouvement de jeunesse juive de France, 40 groupes locaux, 4000 membres, un maillage territorial formidable, un peu d'histoire quand même avec Karen Elali, commissaire général des EI, comme on dit, Jérémy Haddad avec nous, président des EI, puis on a eu un petit changement quand même parce qu'on a une infiltrée en fait. Et vous l'avez reconnu avec son pull de Noël, c'est Adèle qui est venue d'une certaine manière ressasser quelques clichés, mais tu verras Adèle, la réponse du berger à la bergère, parce qu'on aura une petite battle les EI pour les nuls qui interviendront après ta chronique. Et puis on a Ariel qui reste avec nous, Ariel qui est chef de camp, et nous avons... Ariel aussi. Ariel, voilà pourquoi je me trompe. Voilà, il y a un L parfois en plus ou en moins. Et on va revenir maintenant à l'organisation pratique parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Ceux qui sont déjà en magasin, si j'ose dire, puis ceux qui ont envie de venir voir ce qui s'y passe aux EI. Parce que, mine de rien, à chaque fois on me dit « Ah là là, qu'est-ce que j'aurais aimé être aux EI ?» Eh bien, pour ceux pour qui il est temps, c'est le moment. Et Karen nous a dépêché une petite interview de Jordan Ghezi. Alors Jordan, c'est un peu l'homme de l'ombre, mais en fait, il travaille énormément. Un noble logisticien. Vous allez comprendre comment se prépare notamment le stage de forme. Voilà, donc Jordan, il est introduit là dans la petite interview qu'il a donnée. Il travaille aux EI depuis une dizaine d'années et effectivement, il est sur tous les sujets qui traitent à la fois de la formation et des camps, et pas seulement sur la partie logistique, mais aussi sur la partie éducative et pédagogique. Donc effectivement, de noble logisticien. Noble logisticien, mais aussi très bon pédagogue. Et voilà. Et il en faut, et on l'écoute d'ailleurs.
Bonjour, on reçoit Jordan Ghezi, commissaire général adjoint des EI, permanent du Centre national depuis plus de 10 ans, notamment en charge des sujets de formation et de camp. Merci Jordan de nous accorder un entretien. On sait que la période est très chargée puisque dans une semaine, plus de 500 animateurs partent en stage de formation de décembre. Est-ce que tu peux partager avec nous quelles sont les priorités des EI en termes de formation en 2022 ? Oui, bonjour à tous. Alors oui, en effet, la priorité cette année, avec l'ensemble de l'équipe de formateurs, plus de 50 formateurs, nous avons décidé de mettre l'accent sur les contenus, car les derniers stages ont connu donc cette période de Covid où on n'a pas pu faire venir beaucoup d'intervenants, ni même des experts dans certains sujets. Donc cette année, on a vraiment voulu mettre l'accent sur les contenus, sur des veillées d'études, sur des grands temps où on peut faire venir des intervenants pour vraiment nous donner leur expérience et nous faire grandir sur plein de sujets. Et donc cette année, les sujets seront surtout sur alors l'inclusion, l'accueil des enfants avec des handicaps et également tout ce qui est études juives, donc l'étude de texte sous forme de speed paging et autres. Et donc on a vraiment voulu mettre l'accent sur les contenus. Donc cette année, les animateurs iront au fond des sujets et auront des experts qui pourront les aider durant cette longue semaine de stage. Le stage s'appelle Keila, qui veut dire donc communauté, et le thème du stage c'est agir en commun. L'idée c'est de se re-questionner et de se questionner plutôt sur nos pratiques et sur nos traditions et de se dire à un moment donné il faut qu'on mette tout ça en commun pour l'ensemble des animateurs et qu'on puisse travailler tous en bienveillance, main dans la main. Qu'est-ce qui serait pour toi la plus grande réussite des EI en termes de formation ? Alors la plus grande réussite pour moi, ça serait vraiment c'est vraiment qu'on se rend compte petit à petit dans nos activités, dans nos camps que nos activités sont de plus en plus avec du fond, avec du contenu et qu'on a vraiment grâce à des programmes comme STAM, de nos programmes de formation courts, on se rend compte vraiment que nos animateurs ont pris conscience qu'ils avaient un rôle d'éducateur et surtout un rôle dans la transmission. Et petit à petit, vraiment, nos animateurs mettent vraiment du contenu dans leurs activités. C'est des activités de qualité, des activités avec du fond, du contenu. Et ça, pour moi, c'est la plus grande réussite. C'est grâce au stage qu'on a pu passer outre la méthodologie et qu'on est vraiment passé dans du contenu et du fond. Et on a rendu ça intéressant et les animateurs aiment. Et finalement, c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est qu'ils aiment ce qu'ils apprennent et qu'ils ont envie de le retransmettre. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des réussites. Merci beaucoup, Jordan Ghezi. Merci Jordan, si tu nous entends. Tu es le bienvenu aussi dans ce studio, belle complicité avec Karen au Centre National. Ariel, toi tu es formatrice. Exactement. Et je pense que tu vas sévir d'ailleurs au prochain stage de forme. Et alors quand Jordan parle de contenu, que vous êtes éducateur, c'est quelque chose qui te parle? Tu mets du contenu dans tes activités? Comment tu te documentes? Quel est ton souci pédagogique? Alors exactement, donc en fait le but d'une activité c'est de transmettre du fond. Bien dans la bonnette. Pardon. Donc le but d'une activité c'est de transmettre du fond aux enfants et de leur apprendre quelque chose en s'amusant, donc c'est pas comme à l'école, c'est sous forme de jeu. Et en fait on se pose la question au début de l'année de qu'est-ce que les enfants ont besoin d'apprendre. Et à partir de là on développe tout un projet pédagogique qui va répondre à cette question et qui va se décliner en plusieurs activités. Et donc le but c'est de trouver du fond, soit sur internet, soit dans les livres, soit on a nos propres outils au sein des EI, on a des référentiels de connaissances que les enfants peuvent acquérir. Et donc en fait c'est tous ces outils-là qui nous servent à construire nos activités. Et donc moi j'aide les animateurs à apprendre à les utiliser. Et la formation STAM dont on a parlé, il faut en parler parce que pour y avoir assisté, l'avoir accompagné et l'avoir soutenu, je peux vous dire que c'est l'excellence des méthodes éducatives informelles. Ça continue toujours STAM? C'est une petite école des cadres? C'est une petite école des cadres. Là on n'a pas repris tout de suite parce qu'on avait beaucoup d'urgence avec le 100e, mais ça va reprendre dès janvier. C'est un programme de formation continue, notamment en matière d'identité juive, où les animateurs qui ont un petit peu d'expérience viennent pendant 3-4 mois, une fois par semaine au Centre national, et vivent un certain nombre d'activités autour de l'identité juive, avec l'objectif que le fait de la vivre va leur donner la possibilité de la faire revivre. Ils acquièrent des connaissances, ils enrichissent leurs compétences, et puis il y a des rencontres de grande qualité, il y a de l'étude juive, il y a de l'histoire juive, le monde juif contemporain. C'est vraiment un programme de grande qualité et très pluridisciplinaire, et qui crée une vraie émulation entre
entre les jeunes. On a quelques jeunes là, qui sont avec nous, qui ont vécu ce programme STAM et qui ont été très marqués parce que ça mêle aussi philosophie, sociologie, études juives contemporaines, études juives... voilà, on parle d'Israël, on parle de la mémoire, on parle de tout ce qui a trait à l'identité juive au sens le plus large possible. Il y en a un qui en parle très très bien, c'est l'Oracle, on peut le dire parce qu'on le consulte. Il est nonagénaire, c'est un bâtisseur de cette communauté, on lui doit une bonne partie de la création des grandes entités comme l'OFA, comme les CCVL. Il a été commissaire général des EI. On revient sur sa bio et on entend dans sa voix intacte le souci du pluralisme. Et on va revenir quand même sur cette définition du minimum commun. Tu es allé interviewer Rafi Ben Simon. On reçoit Rafi Ben Simon, qui a été commissaire général des EI entre 1966 et 1972 et qui, après son passage aux EI, a été un militant communautaire très engagé dans tout un tas de sujets. Et Rafi, on voulait que tu puisses partager avec nous quelle place tu penses que les EI ont dans la communauté depuis leur création. Pour moi, les EI ont introduit dans la communauté deux notions originales. La première, c'est le pluralisme, c'est-à-dire qu'on peut mettre ensemble des gens qui ne sont pas religieux de la même façon. C'est ce qui permet quelquefois de voir des groupes pays, les uns portant une kippa, les autres ne portant pas une kippa. On voit combien la communauté a besoin de cet esprit de pluralisme des uns envers les autres. La deuxième chose qui se rapproche de cela, c'est le minimum commun. On dit pour que des juifs vivent ensemble, ils ne peuvent pas être d'accord sur tout, mais si ils se mettent d'accord sur un minimum commun, le respect du Shabbat, la cacheroute, ils peuvent vivre ensemble, même si ils ont des visions différentes dans les interprétations des textes. Voilà, alors vous pouvez retrouver l'intégralité de ces interviews qui sont autant de matériaux, vraiment des pépites. Vous êtes en train de construire un thésaurus. Et d'ailleurs, je vous refais cette proposition d'écrire ici un podcast radiophonique sur les 100 ans. Il y a du matériel, il y a un studio, il y a ici des âmes de journalistes et d'animateurs. Cette maison est la vôtre, voilà, pour inscrire cette empreinte. Le minimum commun, Jérémy, Karen, puis je pose aussi la question aux jeunes, on ne peut pas y couper, ça a été repris au DEJ, ça a été repris dans l'ensemble des mouvements de jeunesse dont on s'occupe régulièrement. C'est quoi ce minimum commun? Parce qu'on a toujours du mal à le définir. D'aucuns disent qu'il faudrait un maximum commun, d'autres disent qu'on est déjà dans le minimorum. Qu'est-ce à quoi? D'abord, c'est un outil en fait qui est au service du vivre ensemble, le minimum commun. Mais je pense que ceux qui en parlent le mieux du minimum commun, c'est ceux qui le vivent au quotidien, avec la pluralité des pratiques personnelles des uns et des autres et de ce qu'ils en font dans le cadre des EI. Peut-être qu'on peut écouter là-dessus plutôt nos jeunes invités. Alors David ou Raphaël, pour nos auditeurs, c'est quoi le minimum commun? Ça peut paraître une expression comme ça un peu plan-plan. Concrètement, sur un camp, c'est quoi le minimum commun? Alors, le minimum commun, bonjour déjà. Bah oui, salut. C'est mieux de commencer comme ça. Il a un joli foulard, un peu rapiécé. D'où il vient celui-là? Puisqu'on est en vidéo, on essaie de connaître les codes chromatiques du foulard. C'est le foulard de Saint-Mandé, Vincennes, ça dépend. Tu l'as mâchouillé un peu quand même, non? Il a vécu. Ah voilà, un plus doudou que foulard en vérité. C'est ça. Non, le minimum commun, c'est une sorte de multiculturalisme qu'on installe au sein de notre judaïsme aux EI. C'est le fait qu'on arrive enfant aux EI, on a chacun nos pratiques et nos habitudes religieuses et on accepte en arrivant aux EI de tous faire la même chose au niveau de notre judaïsme et de nos pratiques religieuses. Donc concrètement, respect du Shabbat. C'est ça, respect du Shabbat. Cacheroute, prière avant et après les repas, un office par jour et voilà globalement. Et tout le monde arrive à s'entendre autour de ce socle
quelle que soit sa pratique. Oui. Ça reste pour certains une exploration. Ça reste pour certains un maximum, Et puis pour ça reste d'autres pour d'autres un minimum, mais en tout cas, c'est ce qui permet à chacun de vivre ensemble. Parce que quand on peut s'asseoir à la même table et manger ensemble, ben c'est déjà le début d'une bonne relation de vivre ensemble. Et donc, voilà, le fait de faire un office, alors il y a la dimension prière, mais il y a surtout, et on a la chance d'avoir des outils de grande qualité qui accompagnent aussi tout ça, le Sidour des EI, qui vient donner des explications, donner du sens, en fait, à ces prières, et du coup, qui donne aussi des codes à tous les enfants qui éventuellement ne les auraient pas. Et peu importe sa pratique personnelle, quand on est dans le cadre des EI, on a cette possibilité de vivre ensemble ce judaïsme authentique et pluraliste. Alors on a demandé à notre humoriste eh bien, ce contre-emploi, mais en même temps il y aura un droit de réponse dans une petite battle, et on a des orateurs ici, je peux vous le dire. Adèle, t'as pas fait les EI toi? J'ai pas fait les EI, non. J'ai pas eu cette chance, j'ai pas eu le... Non, j'ai pas fait ça, mais j'ai planché sur une chronique. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. J'ai planché sur une chronique et vous m'aviez donné le thème il y a quelques semaines. Encore un thème qui m'a grandement inspirée. Non, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, Philippe me fait plancher sur des thèmes qui ne m'inspirent pas du tout. Mais j'essaye d'en tirer... Voilà, quelques enseignements. Donc là, je vais encore parler d'un sujet que je ne connais pas bien, à savoir les activités de plein air. Ce qui pour moi est une idée absurde. Les activités en forêt, tout ça, ça me fait tachycarder. Parce que moi, contrairement à Marie du même nom, la forêt, ce n'est ni mon amour ni mon ami. Je suis aussi à l'aise dans la nature que Ribéry chez un dentiste, avec exclusivement des bécherelles dans la salle d'attente. Donc je suis une enfant de la pollution. Voilà. Quand je suis trop longtemps dans la nature, je me mets à tachycarder. Parce que je suis parisienne born and raised, comme disent les Américains et les gens pénibles dont je fais partie. Donc si vous voulez, mon rapport à la nature, c'est les buts de Chaumont et les géraniums de mes parents que j'ai toujours oublié d'arroser quand ils partaient en voyage. Qui éloigne les moustiques au moins. Tout à fait. Et après, je blâmais le réchauffement climatique pour la mort précoce des plantes chez mes parents. Donc typiquement, le seul endroit où j'ai un jour campé, c'est devant l'Apple Store de l'Opéra, avant la sortie du dernier iPhone. Voilà, et j'étais très Alors mal. que les téléphones sont quand même... on n'a pas le réseau d'ailleurs, hein, souvent dans les camps scouts. Oui, bah, c'est pour ça que j'en ai jamais fait. Moi, sinon, je vais très mal. Non, mais si je pouvais, moi, j'embrasserais le macadam, je me roulerais sur le bitume. Pour moi, la ligne 13 à 8h du matin, c'est un voyage. Et d'ailleurs, je ne prends jamais la ligne 2 ou la ligne 6 parce qu'elles sont trop aériennes et ça me stresse de voir l'extérieur. En vrai, j'ai plusieurs phobies dans la vie. Le vertige, les araignées et la nature. Et j'ai 2 phobies typiquement parisiennes. C'est les mecs qui portent des cirés très fluo et qui te demandent de l'argent pour les petits lépreux de Jakarta à la sortie du métro. Et les EI qui essayent de vendre des calendriers quelle que soit la saison. Oh, dans les francs prix cachers. Bah, on parlait de solidarité. Bah, voilà, mais moi, la solidarité, je trouve ça formidable. Cela dit, j'ai toujours eu une fascination pour vous, notamment pour ce slogan « Toujours prêt ». Parce que c'est exactement l'opposé de moi. Moi, je suis plutôt Adèle, à peu près prête, quand on me prévient bien en avance et qu'il est 14h du matin un samedi. Et il faut le dire, surtout, là où je suis très admiratif, c'est que les EI, vous êtes dans l'air du temps. Vous avez tout inventé. L'écologie, l'upcycling, la slow life, la reconnexion avec la nature, la sobriété, le DIY, et les valeurs aussi, la bienveillance, le soutien. Au final, vous êtes un peu les happiness managers dans les startups. Et pour ça, bravo. Même si c'est vrai que j'ai jamais compris cette passion pour les activités d'extérieur, toutes plus absurdes les unes que les autres. Par exemple, les courses d'orientation, pour moi, c'est à peu près aussi idiot que les escape games, parce que c'est un truc où personne n'est perdu, mais tout le monde se perd facticement pour se retrouver avec une vieille boussole et une carte. C'est pour moi une activité de gens qui n'ont aucun vrai problème, donc tant mieux. Surtout que, pardon, mais se perdre dans la forêt, ça n'a jamais réussi à qui que ce soit. Parce que j'ai lu Le Petit Pousset et Hansel et Gretel. J'aurais pu d'ailleurs être la cible de la sorcière, parce qu'autant vous lire Une maison en pain d'épices, ça, je suis toujours prête. Donc je vous le dis, dans la culture populaire, il ne se passe rien de bon dehors et rien de bon dans la forêt. La vérité, c'est que je crois que cette aversion pour la nature vient d'un traumatisme. Je me confie un petit peu. Il y a quelques années, je suis allée faire de l'acrobranche. Tout le monde voit de l'acrobranche, c'est ce truc lunaire où tu es suspendu à 50 mètres du sol et tu dois passer d'arbre en arbre. Mais enfin, je ne suis pas Mimi Sicu, bordel. Donc ça implique quand même 2 de mes 3 phobies, le vertige et la nature. Et je me retrouve accrochée et puis j'ai fait une crise de panique dans le filet. Impossible d'avancer. On aurait dit une grosse mouche coincée dans une toile d'araignée. Donc voilà, c'est 3 phobies sur 3 réunies. Mais à culpa moi, mais ce serait jamais arrivé sur la ligne 13. Du coup, j'ai une vraie admiration pour vous, car
marraine, Jérémy, et vous tous, pour tout ce que vous faites et que vous entreprenez depuis presque 100 ans. Parce que vous n'êtes pas les seuls à être nés en 1922, parce que pour moi, j'étais persuadée que c'était 1922, je vois que c'est 1923. Les personnes nées en 1922, on peut également compter Alain Resnais, Bobby Lapointe et Jack Kerouac, mais vous êtes les seuls encore sur la route. Alors, joyeux anniversaire, bravo pour tout ce que les EI entreprennent depuis plus de 100 ans. Et avant de vous quitter, je vais quand même nuancer mes propos parce qu'il y a quand même une activité d'extérieur dont je raffole, quand même, qui est typique de ma région d'origine et de naissance. C'est boire des cafés en terrasse et critiquer les gens qui passent. Alors je vais me cantonner à ça parce qu'au moins pour ça, je suis toujours prête. Bravo Adèle. Bravo. C'était presque Emily Paris. Hein. Vous en avez des jeunes comme ça, tiens. David, qui sont allergiques à la forêt, aux courses d'orientation. Comment vous arrivez à les intégrer quand on a des petits Parisiens, comme c'est un peu bobo c'est compliqué? Ou quand ils sortent tout crotteux, tout ça, c'est des gros clichés aussi, hein, vous allez en déminer quelques-uns. C'est facile ou moyennement quand on est chef de camp et qu'on a des gamins très réticents L'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place et que tout le monde puisse s'amuser. Moi, pour la petite anecdote, on avait dans mon groupe local un ami à nous qui était allergique à l'herbe et qui a quand même réussi pendant des années et qui encore aujourd'hui est responsable du groupe local de Fouchana. Tant qu'il en fume pas, ça va. Oui, c'est ça. Il pourrait pas d'ailleurs, mais il était allergique à l'herbe et il a réussi à pouvoir camper. Donc on peut s'adapter dans toutes les situations. Alors vous avez accepté cette battle. Vous allez prendre, mon cher Raphaël, le micro par le pied. Voilà, attention, comme tout se fait à vue. Voilà, et cool. Vous avez dans un slam vibrant, eh bien vous allez nous expliquer les EU pour les nuls. Il est 13h53, top chrono. 2 minutes, 3 minutes, eh bien, pour remettre à niveau, pour celles et ceux qui auraient échappé aux écrans radars des EI, c'est à vous. Alors bonjour tout le monde, Adèle, on va te répondre très calmement, et pour ce faire, on va faire une ne touche plus le pied, vas-y, je t'en prie, vas-y. Pour ce faire, on va faire une petite liste non exhaustive des erreurs, contresens, quiproquos, fake news, rumeurs, au sujet de ce mouvement qu'on ne doit plus entendre, car vous commencez à nous agacer les moldus. Allez, voilà, prends ça dans les dents. Alors, voilà, Adèle est une moldue. Voilà, c'est bien, c'est dit. On ne doit plus entendre quoi? On nous appelle comment? Tout d'abord, un EI et non pas un ZEI. C'est un terme qu'on entend beaucoup trop. Personne ne dit un acrobate. Donc, ne dites pas un ZEI, s'il vous plaît. Merci. Du coup, le parcours EI commence à l'âge de 7 ans. Il s'agit de ce qu'on appelle la branche cadette, à l'âge où manger ses chaussettes est autorisé, quand ranger le terrain devient une compétition. Quoi de mieux que de se réunir, une soixantaine de petits êtres portant une routsa comme une robe et des caleçons en guise de kippa le temps de 3 semaines. C'est un peu comme une expérience scientifique qui viserait à remettre l'enfant dans son état le plus initial. Dormir dans une tente à l'âge de 8 ans, ça peut faire flipper. Mais les bâtisseurs se surpassent, combattent la peur des insectes, les parents qui manquent ou encore les douches froides. Le bat est insouciant, tout est logique pour lui, et nous, on aime ça. Ensuite, adieu les toilettes et les douches, ça, et bonjour les tatites et les tuyaux. Alors les tatites, hein. Les tatites, moi, exactement. Je les ai humées de près d'ailleurs dans ma petite tournée. Les tatites, c'est des toilettes totalement naturelles. Et ça y est, j'ai 11 ans, déjà. Je suis au collège, j'y vais seul, et je suis ce qu'on appelle un éclé. Un éclé. Bienvenue en branche moyenne. Je suis grand, je vais écouter personne, à part mon Zadek. Je me cuisine mes propres repas, grâce à la table à feu qu'on a faite avec mon équipe. On vit en communauté et c'est trop bien. On chante, on danse et on vit pour l'équipe. J'attends le camp toute l'année. J'espère que je vais camper avec un bon GL. Avant chaque camp, j'appréhende, mais au final, ça va. En fait, je vais vous dire, c'est immersif. On est coupé du monde, sauf quand il y a une Coupe du Monde. Là, on est toujours comme des oufs. À partir du moment où j'attends la sioule du Shabbat pour régler mes comptes avec un tel, ou la soirée casino, car Chirel et Mathéo, ils sont trop beaux ensemble, et le pari, il est réussi. Je peux vivre ça qu'une seule fois par an, et plus précisément en juillet. Pas de parents, pas de profs, pas de wifi, mais un jerk, une explo, et ça me suffit. Ah, c'est joli, ça rime. David. Et puis ensuite, dans la branche moyenne, il y a les ZADEC, qui sont les animateurs d'équipe. Alors on a le droit de dire les ZADEC là. C'est oui, ça, parce qu'il y a un Z ça. en fait, voilà. C'est ça. Et donc ils sont là, eux, pour encadrer l'équipe. C'est un prisme de pouvoir que l'on offre à un enfant de 14, 15 ou encore 16 ans. Et en fait, quand on est ZADEC, on est le patron. On se croit tout permis. On peut tenir la carte lors d'un bivouac. Et ça, c'est synonyme de supériorité hiérarchique. Et ça ne dérange personne. Donc après cette jolie phase, on a fini la branche moyenne et on arrive en branche perspective. Donc c'est durant cette année qu'une génération va réellement se souder. Pour ce faire, quoi de mieux qu'un voyage humanitaire loin de la France. On quitte les gares de Niort et d'Angoulême et on voyage.
On va y rencontrer de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, des modes de vie. Et c'est au PIF, donc les PIF, c'est les acteurs de cette branche perspective, de récolter de quoi financer ce projet. On en a tous croisé, hein, avec ouais, un bien petit sûr. front Vous les connaissez, pour aller au Pérou, au Machu Picchu. Peut-être maintenant, si c'est éco-responsable, vous allez revenir à... On est en Europe. Voilà, en Europe. Continue. Exactement, vous allez les croiser à la caisse de vos super cash. Donc cela va passer par des actions lucratives ou simplement par des ensachages, des ventes de loulavim ou encore on est à la quête d'un joli don. C'est une réelle phase de transition entre le fait d'être animé et ensuite on va animer, tout simplement. Voilà Adèle, j'espère et on espère que tu es moins nul sur ce sujet et que tu rêves que à ton tour tu puisses devenir une ZI. Bravo, on les applaudit, très joliment écrit et dit avec panache. Il nous reste une poignée de minutes. On n'est pas allé jusqu'au bout de notre conducteur, mais je voudrais quand même vous dire que ce n'est qu'un début et qu'on peut retrouver l'ensemble de ce calendrier, de ces festivités qui montent en puissance, préparées par une équipe formidable, Karen. Ouais. Là, toutes les générations s'y sont mises. Oui, toutes les générations s'y sont mises. Donc le 100e, il est co-dirigé par Avital qui était dans le bocal et Nathalie, qui sont toutes les deux très actives. Et puis il y a tout un tas d'équipes de bénévoles qui se sont mobilisées sur différents sujets et on les remercie beaucoup pour tout ce qu'elles vont faire. Le 100e, c'est une somme d'événements, mais c'est aussi... ça s'inscrit aussi complètement dans le cadre des activités classiques des EI et là, dans une semaine, on a 500 animateurs qui partent en formation, 450 ZADEC qui partent en formation. Et c'est aussi ça, les EI, c'est que c'est une activité régulière. Et puis des groupes locaux qui se sont ouverts, on en a parlé tout à l'heure avec Ariel et Alex, des camps qui vont se dérouler. Et puis un conseil d'administration qui travaille aussi, et pas seulement sur le 100e, puisque les EI ont également plein d'autres projets en ce moment qu'ils sont en train de développer. Vous reviendrez nous raconter tout ça, c'est un feuilleton. Bon anniversaire à tous, bravo, on va se quitter avec la chanson du 100e. Prenez la gratte, prenez la guitare, moi je la connais pas encore par cœur. Allez, tu nous lances ça, Daniel, parce qu'il y a une très belle chanson que tous les camps scouts d'ailleurs connaissent. Voilà. Et tu as vécu, tu étais avec nous cet été sur les camps pour voir comment les enfants l'ont appris. Cette idée folle, pouvoir suivre une braise qui s'envole, le feu, le ciel et tous tes amis. Vive la magie des îles. Non mais j'y crois pas, ça fait 100 ans. Quelle belle histoire, c'est bien plus qu'un roman. Mais ta routard capte le mouvement et lance un pio-pio pour chanter le lancement. Bâtisseur, viens laisser ton empreinte. La guitare rendra jalouse ton enceinte. Éclaireur, tu te rapproches du lion, fais vibrer